Mon invitée de cette escale de Jeanne est de passage à Paris. Elle est enseignante en philosophie esthétique à l'université de Picardie Jules Verne. Elle a également créé un master d'esthétique comparée, art, lettres, philosophie. Et elle est auteure de plusieurs ouvrages. Bonjour Marie-Hélène Gauthier. Bonjour Jeanne et merci de me recevoir. C'est un plaisir. Vous aimez Georges Perros et Georges Perros dit « Sans la littérature, on ne saurait pas ce que pense un homme quand il est seul ». La nuit des choses, votre magnifique récit à la non moins magnifique maison d'édition, les éditions des Instants, est-ce pour permettre de savoir ce que pense une femme quand elle est seule et qu'elle repense à son histoire d'amour qui n'a pas été? Alors la réponse à la première question est peut-être dans la réponse à la seconde question. Je ne sais pas si ce livre-là, c'est ce à quoi pense une femme quand elle est seule, mais là, elle est seule dans un contexte et dans une histoire bien particulière, et c'est cela qui m'a intéressée. C'est précisément savoir quel est le flux de conscience d'une femme qui a perdu le fil de l'histoire. Donc c'est plutôt cela que j'ai cherché à déchiffrer, à écrire, à déployer comme une boule de fil qui aurait été déroulée avec des fractures, puisqu'il y a des moments de rupture, parce que le quotidien prend le pas, et puis des retours en arrière, et puis ces questions qui remontent inlassablement. Donc c'est plutôt ça que la solitude d'une femme, parce qu'il peut y avoir plein de visages de la solitude d'une femme. C'est celui d'une histoire incomprise et d'une conscience qui se diffracte. Et vous avez voulu faire ça, c'était pour vous un besoin impérieux ou bien une forme de thérapie? Les deux. Les deux. C'est parti comme d'abord une levée de censure. Je n'avais jamais osé passer à l'écriture littéraire. Et j'ai eu, un besoin. J'ai essayé un jour en me disant, si je fais une page, je commencerai peut-être la seconde. Et en fait, le premier chapitre est arrivé en entier, avec une très drôle d'impression à la fin de ça. Mais c'était le besoin, et c'est devenu une thérapie à plusieurs niveaux. Une thérapie vis-à-vis du reste du travail que j'effectue, et une thérapie par rapport à mon rapport à la littérature, qui était toujours de censure. J'avais le droit de lire, mais pas d'écrire. Et puis par rapport à l'histoire et à ces façons de moments de conscience qui me posaient vraiment un problème. Donc c'est une vraie levée de censure. Une vraie levée de censure. Il y a un verrou qui a sauté. C'est formidable. Je ne savais rien de vous, et j'avais tort certainement. Mais ce livre, c'est comme une ouverture. Alors, vous avez répondu à la question peut-être, mais assumez-vous cette grande clarté sur votre personnage, sur vous peut-être? Je pense pouvoir l'assumer, et d'autant mieux que je suis persuadée, avec les écrivains que je fréquente en lectrice particulièrement, que le fond autobiographique est toujours le fond le plus au fond des récits. Je ne pense pas qu'on puisse inventer ex nihilo. Et c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose de très clair sur ce fond que le verrou est sauté et que le besoin impérieux l'a emporté sur la censure. Donc c'est vous cette femme? Je pense qu'on peut dire ça. Je ne l'ai pas proclamé, je ne vais pas le refuser. Voilà. Sinon je n'aurais pas écrit, je n'aurais pas osé. Là aussi, il y a une levée de censure. Exactement. Vous écrivez au scalpel, vous disséquez presque chaque instant comme à la recherche d'une vérité de ce qui vous a échappé. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes guéri. Est-ce qu'on guérit? Alors déjà, la vérité n'a pas été trouvée. C'est une histoire qui ne recevra sans doute jamais de réponse et qui restera une question toujours ouverte. Ce qui m'a guéri, c'est d'écrire une conscience dissolue, perdue dans les questions. Ça, c'était très thérapeutique, justement. Et en ce sens, ça a permis un décollement d'avec la réalité. C'est passé dans un dépôt livresque, et ça a été libérateur. Mais ça n'est pas une guérison intérieure, parce que y a des moments quand même où je me demande comment ça peut évoluer comme ça, une histoire pareille. Voilà. Marie-Hélène, si on devait résumer en quelques lignes votre livre pour ceux qui n'auraient pas lu encore La nuit des choses aux éditions des Instants, vous direz quoi? Alors, peut-être que je me trompe, mais je dirais que c'est une histoire qui commence, une histoire amoureuse évidemment, qui permet à une femme d'avoir le sentiment que le monde lui sourit tout d'un coup. Le monde devient souriant, devient heureux, devient sympathique, amical. Et c'est une lévitation
C'est joli, ça, affective l'imitation. vis-à-vis du réel et vis-à-vis des autres. Et au fur et à mesure de cette histoire qui emporte véritablement, qui soulève du réel, des choses, des mailles se défont petit à petit de façon très imperceptible, avec le sentiment que quelqu'un en face joue peut-être ou ne joue pas, mais en tout cas n'est plus dans le même Oui, tissage que l'autre personne. Et du coup, je résumerai en disant que c'est ça, comment on décolle du réel avec un monde souriant autour de vous, pour finir par redescendre sans connaître le chemin qui vous fait atterrir vraiment ailleurs. Voilà, ça sera un peu ça. C'est une lente noyade, alors qu'il n'y a même pas de fond marin, oui, mais une dissolution intérieure. Et c'est ça qui m'a intéressée. D'ailleurs, au départ, j'étais partie du récit factuel, oui. et après, ce qui m'a intéressée, c'est le flux intérieur. C'est le flux intérieur. Et c'est ouais. ça qui a été en fait la guérison. C'est que ce soit devenu l'intérêt, celui-là. Comment on décrit ce flux intérieur? Donc, si je dois vous poser cette question, qu'avez-vous laissé dans cette histoire d'amour? Vous avez laissé beaucoup, certainement, mais vous avez aussi peut-être appris à, dans ce flux intérieur, à, je ne sais pas. J'ai peut-être vécu une chose importante, justement ce décollement, Oui, c'est beau. qui L'invitation, n'est pas donné, ce monde souriant, c'était quand même très beau, de se sentir habité et enveloppé constamment par quelque chose de très porteur. Après, c'était plutôt une descente, même pas aux enfers, une descente dans la disparition, très lente, mais oui, l'apprentissage d'une conscience qui se délite. Et de vivre ça, c'est pas rien. Je pense qu'il y a plusieurs formes de délitement, Oui, mais le délitement affectif sous cette forme-là, je ne connaissais pas. Donc j'aurais au moins fait une expérience. oui, On peut dire ça. c'est beau. C'est un apprentissage. Ça serait presque un roman d'apprentissage, pas du tout au sens où on l'entend Oui. correctement. Dans une de vos interviews à un site philosophique, je crois, vous répondiez à la question d'un projet d'écriture et vous disiez « Il s'agirait plutôt d'une déclinaison d'état intérieur devant une incompréhension généralisée. J'ai répondu à une force non maîtrisée, un besoin impérieux. » C'était ce livre que vous étiez en train d'écrire? Je ne me souviens pas du site philosophique. Il est fort possible que ce soit celui-là, parce qu'une sorte de flux intérieur, ça ne pouvait être que ça. Mais je sais que j'ai eu un premier verrou avec la poétique. Oui. Parce que je suis sortie du champ strictement philosophique. Mais là, il n'y avait pas une description de flux intérieur, où c'était plutôt ceux d'écrivains qui m'étaient proches. Donc je ne sais pas exactement de quel livre je parlais. Vous êtes drôle, vous avez beaucoup d'humour, ça je le sais, mais aussi ce sens du détail comme une personne appliquée. Le mot appliqué pour moi est un mot très beau, très positif. Ça veut dire que vous prenez à cœur ce que vous faites, comme un respect pour l'autre, ou même pour vous-même, ou pour l'œuvre, ou pour n'importe quoi. Vous êtes appliqué, on le sent. Qui est Marie-Hélène Gauthier? C'est une grande phrase, un grand mot. Alors, en bonne aristotélicienne, je devrais vous dire qu'il faudrait définir Lucia, mais en thomasienne maintenant, je pense que la substance, il parle du noyau obscur et poétique qui fait l'intériorité de quelqu'un. Je pourrais dire je ne le sais pas. Et que les approches de ces flux intérieurs, des différents ouvrages, et puis justement les petites choses dont vous parlez, être appliquées, c'est l'ancienne élève de maternelle, primaire, qui avait ses jolis stylos, la jolie trousse. C'est un peu passé dans le goût de la vie de tous les jours. Oui. Donc peut-être qu'on se définit par les entours. Oui. J'aime beaucoup une métaphore d'Henri Thomas, qui se voit comme une orange marine, donc poreuse aux influx intérieurs, mais qui rejette les flux dangereux. Oui. Et peut-être que c'est un peu ça. Et cette orange marine, elle aime les fleurs, elle aime les petites choses, parce que ce sont les actes de la vie quotidienne et qui nous nourrissent. Et en plus, il y a aussi des écrivains ou des penseurs de la littérature qui pensent que le véritable amour du réel, c'est l'amour du détail, du moiré. C'est Barthes qui dit ça. Et donc, c'est ces petites choses-là qui peut-être font ma vie. Le moiré de Marie-Hélène Gauthier. De Barthes d'abord, mais c'est vrai que la moire des choses, le côté chatoyant du réel dans les petites déclinaisons, les petites notations. Je suis très attentive à ça, oui. Peut-être parce que je suis petite et que du coup, vous savez, les grandes dimensions ne sont pas pour moi. Je ne sais pas. C'est bien, je m'en souviendrai moi aussi. C'est une question de taille. Marie-Hélène, une question comme ça entre deux. Je sais que vous aimez
les Bee Gees. Pourquoi les Bee Gees pour une philosophe? Alors, peut-être parce que la philosophie n'oblige pas, ne contraint pas tous les goûts, Oui, déjà. Ensuite, je n'ai absolument aucune éducation musicale classique. Oui. J'ai une oreille de casserole. Et j'ai appris à danser très très tard. Et les Bee Gees, c'était l'époque où j'ai commencé à danser. oui. Et je trouvais qu'ils avaient un pouvoir d'entraînement. Je les aime bien. Je sais qu'il ne faut pas l'avouer, mais je l'avoue. Mais non, pourquoi? Et il n'y a pas que U2, il y en a d'autres comme ça, mes préférés qui ne me reviennent pas. Il y en a un qui joue de la guitare tout seul, c'est vrai, Dire Straits, Oui. vous voyez. Donc il y a beaucoup de groupes comme ça, des groupes dansants pour moi, qui sont peut-être de vrais chanteurs, hein, Oui. Police. Mais oui, je les aime bien. Je devrais dire Bach ou Malheur, mais je suis Non, plus Bee sensible aux Gees, Bee voilà, Gees. voilà. Police, Bee Gees, ça va très bien. Oui. Tout à l'heure, je vous demanderai autre chose. On va laisser la surprise à la fin. Je reviens à votre roman. Comment auriez-vous recensé La Nuit des choses si vous ne l'aviez pas écrit? En quelques mots. Quelle question. Ça veut dire se résumer d'un point de vue critique. Oui, Ce qui est quand même très difficile quand on s'est immergé dans quelque chose qui était précisément pas définissable. Là, il faut donner la définition de l'indéfinissable. oui. C'est ça que vous me Un demandez. petit peu, un peu. mais pas très critique. Enfin, Je crois quand que on dit- j'aurais un peu redit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça passe d'un élément, d'un cadre narratif Oui, à une analyse intérieure, comme une sorte de paysage maritime intérieur, d'états de conscience, qui ne sont pas nécessairement reliés, et des vagues qui se superposent et qui se chassent les unes les autres. Je dirais assez ça. Et que c'est l'écriture, bon là ça va être scandaleux ce que je vais dire, mais je le dis quand même, peut-être une écriture féminine, oui, de quelqu'un qui ressent de façon élémentaire Oui. les choses, et non pas avec le recul que Oui. permet peut-être l'écriture masculine. justement, quand on écrit un livre, ou quand même, il y a, comme vous le dites, beaucoup, il y a des choses, enfin, c'est très beau, mais il y a aussi ce côté féminin, je dirais, Oui. du détail que les femmes ont par rapport aux histoires d'amour, à la Sensoriel, beauté, voilà, sensoriel. sensoriel, voilà. Les hommes aussi l'ont. Oui. Mais avec votre éditeur Stéphane Bernard, édition des Instants, qui est connu pour être exigeant, grande qualité, Oui. est-ce que vous êtes un peu, il y a des mots qu'il a voulu changer, que vous avez voulu, enfin, Il est très exigeant, et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai apprécié immédiatement, oui, parce qu'il a vu des choses que j'avais fait lire à 3 amis auparavant, sans quoi je n'aurais jamais osé envoyer Oui. à un éditeur. Il a vu des choses que personne n'avait vues, et des faiblesses de modernité de langage. oui, Par exemple, la mention du SMS, Oui. la mention du téléphone portable, du mobile. C'était des choses qui contextualisaient oui, le récit, et il avait tout à fait raison. Mais en revanche, l'entente a été parfaite. Oui. C'est-à-dire que je lui ai donné raison à peu près tout le temps. Il y a quand même certaines expressions auxquelles j'ai tenu, parce que c'était peut-être un peu des déplacements par rapport au phrasé parfait, mais qui avait un sens pour moi affectif. Ce qui l'a fait bondir, c'est les Bee Gees. En revanche, pour lui, c'était complètement... Mais j'ai tenu. Aux Bee Gees. Voilà. Voilà. Donc c'est resté. Mais ça s'est magnifiquement passé. Il y a quand même eu 11 allers-retours d'épreuves, D'épreuves. parce qu'il est très très Oui, scrupuleux. oui. Mais j'ai approuvé Mais c'est ça ce qui fait d'ailleurs la qualité de ses éditions et son exigence. Ah, je trouve. Voilà. à Vraiment. tout point de vue. Oui. À tout point de vue. Vraiment. Votre métier de professeur, vous l'aimez infiniment. Enseigner, qu'est-ce qu'enseigner pour Marie-Hélène Gauthier? Alors c'est peut-être faire passer ce que j'ai reçu, c'est-à-dire une envie de se nourrir de questions qu'on Oui. trouve dans des textes, qu'on trouve dans des pensées supérieures aux siennes. Et comme j'ai reçu ça, pas loin, Oui. de professeur à Henri IV, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire, de former à des pensées que je vis au moment où je les lis. Oui. Parce que c'est toujours très contemporain. Oui. Je connaissais un professeur d'Île-3 qui disait on a 2 heures d'avance sur ses étudiants. En gros, c'est pas loin du timing. Pour moi, c'est ça, enseigner. C'est donner l'envie d'eux. Plus que de transmettre un contenu qui serait Oui. systématisé, Oui. cadré, orthonormé. C'est passer encore un flux là, un autre. Oui. Un flux de questionnement. Essayer de déloger de l'opinion commune. C'est joli ça. Il y en a trop.
Et d'ailleurs, vous savez, c'est Barthes qui parle de ce qui nous détourne de la vérité planétaire qu'aucun romancier ne peut plus dominer, qu'aucune philosophie unitaire ne peut plus dominer. Il dit qu'on est noyé par l'information au jour le jour et à l'estomac. Donc c'est peut-être essayer de tirer ces étudiants qui sont demandeurs de cette opinion d'information permanente dans laquelle on baigne, pour les amener vers des pensées plus singulières. C'est peut-être ça mon métier, si j'y arrive. J'ajoute que plus loin, c'est parce que nous sommes à la Contrescarpe, près du lycée Henri IV. Exactement, oui. Vous avez écrit donc aussi la poétique Paul Gaden, Henri Thomas, Georges Perros. Pourquoi ces auteurs vous touchent-ils? Alors ils m'ont touchée pour deux genres de raisons, parce qu'après il y a des raisons multiples à l'intérieur. La première raison, c'est qu'ils étaient très grands lecteurs de philosophie, et en particulier de philosophie antique. Oui. Et j'ai été estomaquée de retrouver un fonds de connaissances de Plotin chez Perros, très grand, il avait lu toutes les Énéades, Marc Aurèle, les stoïciens, etc., chez Henri Thomas, et un peu tout chez Paul Gaden, aussi, qui était agrégé de lettres classiques, et qui commentait Platon, d'ailleurs au Panthéon, ici, là, dans le... comment s'appelle, le Front d'Ousset, il y a toutes les fiches de lecture de Gaden qui annotaient Platon. Et donc, ça m'intéressait de voir comment des écrivains pas reconnus, très marginaux, qui ont vécu en marge de la société, alors qu'ils étaient édités par les éditions Gallimard, ils ont tous été primés du prix Valéry Larbaud en poésie, de grandes exigences intellectuelles et de vie, avaient réussi à, en se nourrissant de philosophie, à choisir un chemin de vie qui les mettait à l'écart de tout. C'est fou. Et vraiment, c'est des écrivains de la marge, de la marginalité. Une marginalité voulue, d'ailleurs une certaine pauvreté. Henri Thomas n'avait pas de domicile fixe, il était domicilié par un ami. En fait, tout ça, c'était Douarnenez, c'était à HLM pour Georges Perros, qui a été aidé par... ça y est, moi j'ai toujours les noms qui m'échappent au moment, le grand acteur... Gérard Philippe, voilà, et ben c'était son grand ami, c'est lui qui l'a hébergé à Meudon, ils étaient amis de la Comédie Française. Donc c'était des gens comme ça qui auraient pu avoir certainement une carrière, mais qui par exigence de vie, de fidélité à eux-mêmes, d'aveu de soi-même, de besoin d'authenticité, se sont mis à l'écart de tout ce qui était la grégarisation. Mais voilà, c'est ça qui m'a fascinée, donc ce rapport à la philosophie antique. Et ensuite, du coup, c'est ce qui a fait que je me suis un peu réorientée du côté de l'esthétique littéraire, parce que j'ai eu l'impression que la vie philosophique ne se menait pas que dans la philosophie. Et il donnait l'exemple de ça. D'ailleurs, vous écrivez, ils sont là, dans l'écriture, parce qu'ils ne peuvent être ailleurs, avec cette exigence de fidélité à soi-même, au monde et aux autres, que rien d'autre ne pouvait plus leur permettre de tenir. Perros écrit très très bien, être poète, c'est habiter totalement son être. Et du coup, je vois la même chose chez les deux autres. Et d'ailleurs, Gaden est un peu à part. Je suis persuadée qu'il a lu Henri Thomas, ou qu'Henri Thomas l'a lu, parce qu'il y a un passage d'un roman de chacun des deux qui est, on dirait, un copier-coller, une scène. Mais Perros et Henri Thomas étaient très amis, et ça n'était pas pour rien. Ils le sont devenus, ils ne l'étaient pas. Et sans doute parce qu'il y avait cette exigence. Il a une très belle expression qu'il reprend, je crois, d'ailleurs, à... je ne sais pas si c'est à René Char ou à Tristan Corbière, le chant de la plus haute tour, vivre selon le chant de la plus haute tour. Je ne sais plus qui l'a dit. Mais Henri Thomas voulait ça, malgré toutes les difficultés, les pulsions plus basses, la complexité de la vie. Je crois que chacun des trois a eu cette exigence-là. D'ailleurs, Perros, lui, a écrit à Laurent Gaspard, il se tutoyait, peut-être pas encore, mais je vais le dire en tutoiement, « Ton exil a su toucher le mien ». Par le biais de l'écriture. Et je crois que c'est ça qui m'a fascinée chez ces trois écrivains. Ces deux formes de vie, marginales, exigeantes, philosophiques, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Sans concession. Oui, sans concession. Philosophe. Comment on vit avec la philosophie? Avec Aristote, par exemple, parce que je crois que Aristote vous est très cher. Oui. Alors, comment on vit avec la philosophie? On la travaille, on prépare ses cours, on a des moments de bonheur pur, d'intellectualisme pur, mais aussi de sensualité intellectuelle pure, par moment,
Parfois, c'est moins évident, parce que c'est quand même très exigeant, les textes philosophiques. Oui. Donc, on fait comme on peut, en gros. Enfin, c'est ce que je fais comme je peux. Maintenant, avec Aristote, en fait, c'est très lié aussi aux autres. Oui. Il y a cette question de la métaphysique aristotélicienne, comment on rend compte du réel, etc., mais qui m'a très vite fait passer du côté de l'éthique, parce qu'il employait des exemples psychologiques, et donc la constitution de l'âme, les facultés de l'âme. Et du côté de l'éthique, il explique, il a quelque chose qui est très beau, que ce qui nous permettrait d'avoir une conduite vertueuse, c'est de suivre une norme qui n'est pas théorisable, la juste mesure. Et comme elle n'est pas théorisable, comment savoir qu'on va agir vertueusement? Et si on suit l'éthique à Nicomaque, on se rend compte que c'est l'amitié, la philia. L'amitié avec quelqu'un qui a la même exigence que vous et qui vous sert de bâton redresseur quand vous risquez de vous tromper et qui vous corrige. Et il a cette très belle expression du sud zen, vivre ensemble, alors qui maintenant est à toutes les sauces, mais le vivre ensemble selon l'exigence que l'on va partager. Et du coup, chacun s'accroît par la puissance de l'autre. Et la philia, cette exigence-là, m'a conduite vers les 3 écrivains qui pratiquaient ça dans leur vie, cette exigence pour soi qui va passer par l'autre. Donc finalement, Aristote est pour moi très contemporain des écrivains qui m'intéressent. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse. C'est une magnifique réponse. Marie-Hélène, je reviens à la nuit des choses. Peut-être parce que c'est là que j'entrevois aussi une part de vous qui parle de vous directement. Vous avez beaucoup parlé aussi des philosophes, enfin de ce que vous aimez, et on vous retrouve aussi, parce que je vous découvre aussi. Quel passage de votre livre vous touche le plus, ou lequel avez-vous eu le plus de mal à écrire? Alors, en fait, je ne me souviens pas vraiment de passages que j'aurais de mal à écrire. Oui. Mais je me souviens de passages qui correspondaient à des moments qui m'ont marqué dans l'écriture. Oui. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, bien sûr. Et il y a 2 passages qui me viennent à l'esprit. Le premier passage, c'est un passage dans une braderie, dans une rue du Vieux-Lille, où il y a la rencontre d'un petit plâtre catholique, mais version orthodoxe, puisque les Russes auraient envahi le nord, m'avait dit l'antiquaire. Et ce petit plâtre était comme un signe très fragile, d'une fragilité résistante. Oui. Donc c'est un objet qui est devenu symbolique pour moi, et que je suis revenue chercher d'ailleurs, puisque je réclame l'identité du personnage, un petit peu plus tard. Ce passage m'a marqué parce que peut-être la scène m'a marqué, et que c'était très difficile d'écrire et de rendre justement dans une noirceur de journée cette petite lumière qui est apparue. Et la scène qui après a été peut-être plus difficile parce qu'elle nommait la fin et que je ne savais pas si ça devait être la fin ou pas, c'est la petite cabane blanche et le banc, où justement on ouvre sur l'indécision de l'histoire. Et j'ai décidé d'arrêter là parce qu'il me semblait qu'il ne fallait pas porter de réponse. Mais c'est vrai que ce passage a été un passage interrogatif. Et puis c'est un symbole que j'aimais bien. Un banc sur lequel on s'échoue. Bien sûr. Comment on survit à une histoire d'amour qui vous laisse essoré? C'est une question très féminine peut-être, mais enfin bon. Je ne sais pas si on survit, on l'intègre, on l'assimile, et on en fait une phase de son être qui permet peut-être de l'éclore ou d'être plus exigeant, ou d'essayer de viser à une neutralité qui ne vous expose pas au même danger. Donc je ne sais pas très bien ce qu'on a. Vous savez, c'est Hegel qui dit qu'on ne tire pas de leçons d'histoire. Je crois que je ne tire pas de leçons de cette histoire-là du tout. Alors faut-il tirer des leçons? Exactement. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'intègre. C'est quelque chose qui a été traversé. Peut-être que c'est une chance. Et puis on verra. Dans votre livre, La nuit des choses, la rupture n'est pas claire. C'est terrible, quelque chose qui n'est pas clair. On encaisse comment une rupture qui n'est pas claire? Comment on encaisse une rupture qui n'est pas claire? Parce qu'elle prend du temps, cette rupture. Eh bien, je crois qu'il y a... comment on encaisse? D'abord, on n'encaisse pas. On n'encaisse pas. Donc, il y a une indignation, une colère, une stupéfaction. Et après, c'est un peu ce qui a été peut-être le verrou. Il y a le sentiment que traiter quelqu'un comme ça, c'est de l'ordre de l'impardonnable. Oui. C'est une question, l'impardonnable, à laquelle je suis très attachée. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de tout faire à quelqu'un. Oui.
surtout quand on est allé chercher. Oui. À ce moment-là, on doit prendre des gants. Il y a un devoir vis-à-vis des autres. Et peut-être que c'est ce que j'aime tant chez Perros, Gaden, qui avaient aussi leurs faiblesses. Mais bon. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. La seule chose qu'on peut... Enfin, j'ai oublié la question, en fait. C'était comment on encaisse une rupture. Oui, et bien voilà, je ne sais pas comment on encaisse. On vit avec et on continue avec. On vit avec et je reprends le terme que j'ai utilisé. On essaie de neutraliser ce qui a été vécu dans une sorte d'essorage et de tourmente pour retrouver les roses, les petites choses qui ne trahissent pas. Et la lévitation, après, est-ce qu'on croit toujours à une histoire d'amour sans peur et sans reproche? Ça veut dire cette envie de léviter. Oui. Dans le sens de lévitation. Oui, je suppose qu'une lévitation vécue n'interdit pas les suivantes, mais disons qu'on devient peut-être plus méfiant. Oui. Parce que quand il y a une modification à ce point, une conversion aussi peu compréhensible, on peut redoubler de prudence. C'est très aristotélicien ça aussi d'ailleurs, la prudence. Mais je ne sais pas. En fait, je ne me pose plus la question. Parce qu'en plus, cette histoire, enfin comme toutes les histoires d'ailleurs, tout ce qu'on encaisse dans la vie, surtout quand on a une vie professionnelle, etc., c'est difficile de continuer à tituber et à marcher droit. Exactement, de mener les choses en parallèle, un désastre, une déflagration intérieure, dirait Henri Thomas, il a cette expression. À côté de ce que Iris Murdoch, je peux pas ne pas citer l'expression quand je l'emploie, elle parle de sévérité impersonnelle pour la philosophie. Donc vous avez la consolation privée, c'est aussi une de ces expressions, qui est à trouver, alors que vous êtes intérieurement flétri, et tenir quand même la route face aux étudiants, il faut se montrer fort. Donc ça, j'avoue que j'ai pas peut-être toujours réussi à le faire, j'ai toujours fait mes cours, mais intérieurement, parfois, ça pleurait. Oui. Donc c'est un peu du théâtre aussi, enseigner. Oui, bien sûr. C'est la scène. Exactement. Et il faut toujours se montrer fort, fort et convaincant. La lucidité, parce que vous êtes lucide et fragile en même temps, c'est un équilibre, je crois. Oui, c'est un équilibre à trouver. Oui, à trouver. Qui n'est pas donné. Oui. La lucidité, peut-être que ça, c'est quelque chose que peut apporter la philosophie, ou un effort personnel, de ne pas se laisser berner par soi comme par autrui. Donc un effort de... Mais on en a envie ou pas? D'être berné ou d'être lucide? D'être lucide. Moi, j'ai toujours envie de comprendre. Là encore, une phrase d'Henri Thomas que j'aime beaucoup, c'est l'inexpliqué qui fait souffrir. Donc, j'ai toujours besoin d'avoir des explications. Ce qui est peut-être d'ailleurs très embêtant pour les autres. Parce que c'est une forme d'exigence à laquelle ils n'ont pas envie toujours de répondre. Mais la lucidité répond à cette envie de comprendre les choses et de ne pas les laisser... de ne pas être berné, pas plus par le compliment que par l'affront. Et après, la fragilité, ça c'est une histoire de vie, de constitution aussi. Je pense qu'on est fait de trames qui peuvent être antagonistes, et voilà, et il faut les nouer de la façon la plus heureuse possible, un équilibre. C'est encore une juste mesure, pas très facile à trouver. Devant qui ou devant quoi êtes-vous très forte? J'aurais pu vous dire, êtes-vous fragile, mais bon, fragile. Devant qui ou devant quoi je me sens très forte? Je pourrais vous dire devant personne. Oui. J'aimerais bien dire devant les gens qui raisonnent n'importe comment. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont capables, dans une même phrase, de dire une chose et le contraire, juste pour avoir l'ascendant. Oui. Mais en réalité, au bout d'un certain temps, ces gens-là, qui sont des manipulateurs, parviennent à affaiblir. Oui. Du coup, la force, elle n'est pas très forte. Mais, encore une fois, on fait ce qu'on peut. Ouais. Donc, je ne sais pas. Il n'y a pas énormément de gens qui me fassent peur. Ça, je devrais dire ça. Ouais. Parce que je suis impressionnée par les gens très vrais, qui ont une intériorité. Ça, je suis vite impressionnable. Les gens qui me fassent peur, il n'y en a pas tant. Mais étant donné que je suis quand même très malléable, je préfère ne pas m'avancer sur la chose. Je continue, je suis très heureuse de cette escale, vraiment, je bois du petit lait, voilà. Il y a cette photo de vous qu'on verra au début du générique, c'est une photo de profil, elle est magnifique, elle percute, belle, ce regard au loin, comme emmitouflé et pourtant visible, la tête droite et le regard ailleurs. Comment est venue cette photo? Alors c'était une photo à Venise, oui. Alors, je crois que je venais de terminer l'écriture de ma thèse. Ah non, c'était même pas
C'était un peu plus tard, j'étais déjà en faculté. Mais c'était les seuls droits d'éditeur que j'ai jamais touchés. Donc, avec mon mari, celui qui était mon mari alors, on a eu une semaine à Venise. Et cette photo a été prise pendant ce séjour-là. J'étais emballée par Venise l'hiver, Oui. l'Acqua Alta, il y avait peu de monde. C'était une chance. Et puis, il y a cette espèce de porosité au paysage. Oui. Voilà. Et comme je ne me prête pas vraiment aux séances photo, elle a été prise à mon insu, mais c'est vrai que je l'aime bien, parce que l'écharpe, c'est toujours aussi un accompagnement. Oui. C'est, voilà. Alors, le regard ailleurs, c'était vraiment l'extase, l'absorption dans un paysage d'une beauté, ce gris, cette eau flottante. Voilà. Mais Venise, quand c'est pas, bien sûr, quand c'est pas touristique et la chaleur. Bien sûr. Voilà. Donc, je reviens, vous étiez emmitouflée. Les châles. Quel rôle dans la vie de Marie-Hélène Gauthier ont les châles? Parce qu'il y a quand même une symbolique du châle. Oui, surtout que je dis souvent ma maison, mon châle. Oui. Le châle, c'est un besoin peut-être de disparaître un peu, de s'emmitoufler, et puis aussi de se protéger tout simplement parce que je suis frileuse. Mais il y a un sentiment que le châle, c'est comme le sac, c'est quelque chose que vous portez et qui vous enveloppe. Oui. Voilà. Et du coup, c'est une dépense très récurrente chez moi, les châles et les écharpes. Je devrais me calmer, dit mon fils, qui ne comprend pas l'accumulation. Mais c'est ça, c'est une douceur morale, Oui. affective. Je sens chez vous parfois comme un regret qui n'est pas du tout une envie, de quelque chose. C'est comme si vous aviez un besoin d'égalité dont vous avez été privé. De quelle égalité avez-vous été privé? Ou du moins, c'est une impression que j'ai, peut-être c'est faux. Je pense pas, enfin, un besoin d'égalité, je ne sais pas, parce que j'ai fait tous les mauvais choix moi-même qu'il fallait faire pour être ce que je suis devenue. Donc je ne peux pas me plaindre, j'ai renoncé à des tas de choses qui ne me convenaient pas. Donc ce que j'ai eu, c'est les seules choses que j'étais capable de faire et que j'ai choisi de faire. C'est pas tant l'égalité que des injustices subies, oui, ce qui est autre chose. Oui. Et là, il y en a eu, aussi bien professionnellement que dans la vie, parce que je ne mange pas sur le terrain des autres, oui. Je n'empiète pas, je n'ai aucun appétit de carrière, donc je n'étais pas dans la course. À la reconnaissance, justement, et à l'égalité dans cette reconnaissance, ça n'a pas empêché de prendre des coups, parce qu'il faut savoir jouer de la cour, il faut savoir sillonner, comme ça, voilà. Il faut savoir être sinueux, et je suis incapable de faire ça. Comme je suis assez frontale, même de façon très pacifique, ce sont des choses qui ne passent pas forcément bien. Donc si je devais parler d'un manque d'égalité, ça serait plutôt ça. J'aurais aimé l'égalité de reconnaissance, de la clarté dans lesquelles j'ai vécu et travaillé. Mais ça, c'est pas l'heure du jour, je crois. Politiquement, les choses ne font pas comme ça. Voilà. Et ça, c'est tout à fait aussi cette jeune femme appliquée qui fait les choses autant qu'elle peut. Oui. Comme vous l'avez dit plusieurs fois, de mon mieux. Oui, c'est ça. Et sérieusement. Oui. Et voilà. Et après, côté châle, il faut vite se replier là où on ne prend pas les coups. Exactement. Vous les mettrez tous à la fois, vous direz. Exactement, exactement. Une autre question un peu drôle peut-être. Deux philosophes peuvent-ils réussir une vie de couple? Dans tous les métiers, parfois ça marche pas quand on est du même métier. Mais deux philosophes, comment cela se passerait-il pour le jardin, les courses, la cuisine, enfin voilà. Alors je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas répondre. J'ai failli être mariée à quelqu'un qui est maintenant d'ailleurs à la Sorbonne, et je pense que si j'avais été mariée, je n'aurais jamais pu finir ma thèse. Je pense qu'il y a certainement des couples de philosophes très harmonieux, généralement quand ils peuvent d'ailleurs joindre leur appétit de carrière, parce que l'un peut être une force pour l'autre, ce qui est une très bonne chose. Mais après, dans la vie courante, ou bien il y a une tierce personne qui s'occupe de tout le quotidien et qui leur permet d'avancer dans leur pérégrination intellectuelle, donc c'est très bien. Sinon, je pense qu'il y en a un qui est sacrifié à l'autre. Qui fait plus de philosophie. Je crois. Qui fera le jardinage. Qui est une philosophie. Le jardinage, mais je vous dis, si on a une femme de ménage, c'est mieux. Il y a quelqu'un qui s'exile dans l'autre, mais il faut quelqu'un qui s'occupe de... Il y a quelqu'un qui doit renoncer à l'ascension, je pense. Alors, on a parlé du rôle des châles, le rôle des roses dans votre vie, du moins du végétal. Oui. On les voit, ces roses, souvent sur votre page, sur les réseaux. Elles sont solitaires parfois, elles sont conquérantes aussi, et parfois elles sont à bout de souffle. Je trouve que vous avez une symbolique avec l'éphémère du végétal et sa beauté aussi. Sa vie, et paf, ça tombe.
Pourquoi? Alors peut-être d'abord parce que je suis une piètre jardinière, Oui. que j'ai hérité d'un petit jardin qui était adorable, Oui. avec la maison, et que je fais tout ce que je peux pour l'entretenir. Oui. J'en détruis beaucoup, j'en plante, qui poussent toutes seules, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je me suis prise à aimer le fruit de mon manque de savoir végétal. Mais surtout, il y a une beauté, il y a une... D'abord, ça vient Oui. tout seul, parfois, miraculeusement. Il y a une beauté, il y a une douceur matérielle, il y a du velours sur les pétales. Et il y a toujours une disposition des fleurs, chacune est différente des autres. Et ce que j'aime, c'est précisément l'évolution, depuis le bouton jusqu'à la fin. Alors c'est cette notion japonaise de l'utsuroi, de cet délabrement qui a sa beauté tout fan. Mais même quand ça fane, c'est encore beau. Et du coup, j'aime bien les suivre. Et c'est devenu pour moi un symbole de vie quotidienne honorée. Oui. J'honore la maison avec les bouquets. Et quand il y a des bouquets, c'est que tout va bien. Enfin, il y a une espèce de cadre qui est protecteur. C'est comme des châles. Oui. C'est la même chose. Mais c'est quelque chose que j'ai appris tardivement, à faire des bouquets. Et d'ailleurs, c'est le premier geste que je fais quand je rentre chez moi. Je vais chercher une fleur dans le jardin et je mets un bouquet. Vous savez, les Japonais ont le tokonoma, oui, là. Oui. Donc c'est exactement ça, c'est l'esprit du tokonoma. Je crois que j'essaie de faire à ma petite façon. Et la poterie et le moulage? Alors ça, c'est arrivé tardivement. J'ai collectionné d'abord beaucoup les antiquités à Chatou, les foires de Chatou. Et puis ici, près du Val-de-Grâce, il y avait une antiquaire chez qui j'allais très souvent. C'était de la reliquaire, des reliquaires religieuses souvent que je prenais, statuaires religieuses. Et puis vers la peinture, et puis progressivement vers la céramique, parce que c'était encore plus silencieux. La céramique, pour moi, c'est peut-être l'art qui en dit le moins, et qui donne une matérialité, une présence matérielle immédiate. Et d'ailleurs, il y a longtemps, je crois avoir écrit un petit texte sur Michel Butor, qui disait avoir, c'était dans un catalogue, avoir subi un peu, lui, ce trajet. Les mots dans la peinture, et puis après, le silence dans la céramique. Et petit à petit, je me suis mise à, et ça c'était encore aussi une autre addiction, je me suis mise à goûter la céramique, d'abord un peu précieuse, et puis de plus en plus terreuse, de plus en plus rustique. Et celle-là, elle est très dangereuse, parce qu'elle est faite par des artistes merveilleux, habités de Japon, habités de haïku, et qui trouvent un rapport poétique à la matière, à la terre, et qui font des choses hallucinantes. Donc, peut-être que c'est l'abandon des mots et se récupérer dans le silence de ces choses terreuses. Ça serait ça, la céramique, pour moi. Ça devient un art très important. Ruineux. Vous avez beaucoup de ruineux. Exactement, oui. Hélas, le temps nous oblige, mais avant de vous quitter, je voulais vous dire, la nuit des choses, ça m'a rappelé, d'une autre façon, bien sûr, c'est pas du tout la même histoire, les choses de la vie. Et il y a une chanson, la chanson d'Hélène, tu ne m'aimes plus, je regarde le soir, tomber dans les miroirs, c'est ma vie. Tu ne m'aimes plus, cette autre voix qui pourrait être celle de lui, cet homme d'esquive, dont nous n'avons pas parlé en quelque sorte, tout en parlant tout le temps. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Dorénavant, les avions partiront sans nous. Et je continue ces quelques mots encore de la chanson. L'histoire n'est plus à suivre et j'ai fermé le livre. Mais vous, Marie-Hélène, contrairement à la chanson, vous n'avez pas fermé le livre. Vous l'avez au contraire écrit merveilleusement. Je parle des choses de la vie. Merveilleusement, vraiment. Mais je ne voudrais pas rester sur cette note, je voudrais rester sur quelque chose de plus joyeux. Alors, je sais que vous chantez. Chantez-moi quelque chose, Marie-Hélène. Alors, vous savez certainement que je chante faux. Je ne sais pas si vous chantez faux, mais vous allez nous chanter quelque chose. Non, enfin, ceux qui vont vous écouter attendent la chanson ils attendent. de Marie-Hélène. Il faudrait me prouver ça. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que je ne retiens aucun vers, je ne retiens aucune chanson, je ne connais que 4 petites lignes d'une chanson espagnole que mon père chantait tout le temps quand on allait, il n'y avait pas encore les autoroutes, quand on allait dans le Gers. Donc je peux peut-être vous chanter ces 4 premiers-là, mais les tonalités, je vous... C'est pas grave, je ne suis pas sûre que vous reconnaîtrez, mais je me la chante souvent. Oui, donc c'est votre Alors, chanson. bon, je vais essayer. Hein. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quelque chose comme ça.
c'est très beau, je la connais bien aussi. Oui. Mais je la connaissais en entier. Oui, allez, continue encore. Ah, mais après je sais plus, c'était la la. cucaracha. Ah non, après je sais plus. Oui. Mais après, on chantait la cucaracha, donc que no se puede caminar, je crois. Oui. Et puis on chantait beaucoup quizás. Oui. Mais là, je sais rien. Rien. Mais voyez, je ne sais même pas tenir les notes. C'est pas grave, vous Mais- avez chanté. Bésame mucho, ça c'est dans ma tête Oui, tout le temps. c'est très beau. Mais très je beau. connais que tengo miedo a perderte después. je C'est crois. très bien, c'est très bien. Et on peut faire un petit coup de Bee Gees? Alors là, je sais même pas, j'ai même pas une chanson en tête. Et pourtant, j'en ai cité une, celle qui est avec Céline Dion, là. Mais c'est quoi? Don't Say Goodbye, mais je sais même pas l'air. C'est pas grave. C'est Je pas peux pas grave. vous dire. C'est pas grave. Pourtant, j'aime bien. J'aime bien. Hein. Je crois que Stéphane Bernard va nous tuer si c'est qu'on chante les Bee Gees à la fin de tout ça. Mais c'est notre Surtout interview. avec Céline Dion. Voilà. Euh, mais je sais pas, j'ai pas. Mais j'aime beaucoup votre personne, les personnes que vous êtes, parce que vous avez ce mélange justement. La philosophie, la vie de tous les jours, l'amour, l'évitation, le retour en boum par terre. Vous avez ce mélange. Et vous m'avez expliqué que aussi dans votre éducation, votre père voulait que vous fassiez les choses directement vous-même. Oui. Vous aviez acheté votre premier Première cartable. montre, Oui. premier cartable. Il considérait qu'on aurait tout ce qu'on aurait avec nos premiers salaires et qu'il fallait le mériter, donc faire les études nécessaires pour ça. Et en un sens, rétrospectivement, j'ai compris cette exigence. D'ailleurs, ma première montre a une valeur inestimable. Pour moi, je l'ai toujours. C'est Vous voyez. magnifique. Et le premier cartable, ça, je ne l'ai pas trop gardé. mais j'arrivais Henri IV avec des tas de trucs publicitaires, à côté de jeunes filles qui étaient en Dior, tout ça. Je ne me sentais pas très à la page. Mais c'était pas grave. Hein. C'était pas grave. Au chantier Bessame Mucho, dans la voiture, Exactement, dans le Gers. exactement, Peut-être oui. qu'elle ne chantait pas ça, elle, entre-temps. Voilà. Ah, des choses certainement plus huppées, mais non, pas ça. Mais bon, en tout cas, oui, j'ai beaucoup aimé. Il était hispanisant et il aimait beaucoup chanter espagnol. Il m'a fait lire, il m'a fait faire l'espagnol. Et c'est une langue que j'aime bien, mais je ne pratique plus, Vous êtes malheureusement. une romantique. Une romantique qui a atterri, parce que les avions sont partis. Ils reviendront. Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie infiniment. Mais c'est moi qui vous Vraiment, remercie. j'ai passé un moment magnifique. J'ai découvert plein de choses. Et j'ai eu l'impression de vous connaître encore plus. Et ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'on avait fait teinter les bracelets un jour, on avait ri, on Oui. avait fait beaucoup de choses. Voilà. Un grand merci. Vraiment merci d'avoir accepté de venir à cette escale. Et voilà. Merci beaucoup. Et moi, je vais vous remercier d'abord pour la beauté des questions. Ah, je ne sais pas si elles sont Ah, mais si, belles. parce que vous aviez à peine prononcé les questions que j'avais déjà envie d'y répondre. Ah, vous êtes adorable. Alors que j'ai quand même toujours un peu le trac, bien qu'enseignante, toujours le trac. Et j'aime beaucoup cette idée d'escale parce que justement l'imagerie maritime m'est très importante. Une escale, c'est un point entre deux mers, entre deux navigations. Platon parle de la seconde navigation. On Oui. commence tout, donc peut-être qu'il faut commencer la seconde navigation. Merci beaucoup, en tout cas. Mais Un c'est grand moi. merci. Et C'est nous moi qui finirons vous donc, comme remercie. d'habitude, avec la musique de générique d'Alain Waro. Un grand, grand merci, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous.